Nous allons passer à la présentation suivante avec le professeur Jade Ghosn qui va nous parler des préventions des IST, de la prévention des IST bactériennes. Professeur Ghosn, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Désolé encore Est-ce pour que vous le m'entendez et vous retard. voyez bien les diapos là? On vous entend très bien. Les diapos, c'est bon. Les diapos, c'est bon. Ok, ben moi je suis prêt quand vous voulez. C'est à vous. Ok, eh bien merci d'abord aux organisateurs de m'avoir sollicité pour ce colloque Mayotte en santé. Alors je vais aborder avec vous la question de la prévention biomédicale des IST bactériennes. Tout d'abord, je voulais juste vous rappeler en introduction que les IST, c'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale, hein, puisque rien que dans l'année 2020, on a diagnostiqué plus de 300 millions de nouvelles infections dans le monde pour les quatre IST principales, qui sont Chlamydia trachomatis, le gonocoque, la syphilis ou Trichomonas vaginalis. Ça veut dire qu'il y a 1 million d'IST qui sont diagnostiqués tous les jours dans le monde. Et donc, c'est absolument, vous voyez que c'est un problème majeur de santé publique, surtout que pour certaines de ces IST, il peut y avoir des conséquences au niveau gynécologique et obstétrical, notamment des problèmes de fertilité avec les infections à chlamydia chez la femme. Il y a aussi des IST virales, dont la principale est l'infection à papillomavirus, alors qu'il existe un vaccin très efficace. Et donc, il faut absolument faire des plaidoyers pour que et les garçons et les filles soient vaccinés entre 9 et 11 ans pour qu'on puisse en finir avec ces infections à HPV et surtout avec le cancer du col de l'utérus ou le cancer du canal anal. Alors voilà ici, juste pour vous montrer la répartition de ces IST dans le monde. Vous voyez qu'aucun continent n'est épargné et il y a vraiment des millions d'IST qui sont diagnostiqués dans toutes les régions du monde. Si on regarde un peu la dynamique de ces diagnostics, en remontant quand même quelques années plus tôt, à partir de 2004, vous voyez que par exemple pour chlamydia, on a une augmentation des diagnostics d'infection à chlamydia et chez les femmes et chez les hommes à partir des années 2007-2008. On a exactement la même chose pour les infections à gonocoque et chez les femmes et chez les hommes, avec là, pour le coup, vous voyez une pente beaucoup plus importante chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et là aussi depuis l'année 2008. On a la même chose pour la syphilis, et là, c'est quand même beaucoup plus marqué chez les HSH, moins chez les hommes hétéros et chez les femmes, mais là aussi, l'augmentation, elle a commencé en 2008-2009. Et si on se positionne plus récemment, hein, si on regarde de 2013 à 2022, on voit qu'on est encore sur une tendance à l'augmentation de toutes ces IST, que ce soit chlamydia, la syphilis ou le gonocoque. Et je reviens juste en arrière pour vous dire que, quand même, vous rappeler que ces augmentations qui ont commencé en 2007-2008, en 2007-2008, il n'y avait pas de PrEP contre le VIH, ça n'existait pas, on n'en parlait même pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est la PrEP qui est responsable de l'augmentation de ces IST, puisque l'augmentation a commencé bien avant, et j'insiste, hein, bien avant les premières recommandations sur la PrEP qui datent de 2012 aux États-Unis et de 2016 en France et en Europe. Alors, qu'est-ce qui explique cette augmentation des IST avant qu'on parle de comment les prévenir? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'on a effectivement amélioré les moyens de détection. On fait maintenant des PCR, c'est-à-dire qu'on va amplifier les acides nucléiques, on va amplifier le génome des bactéries responsables des IST. Et ça, c'est beaucoup plus sensible que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire le prélèvement intra-urétral ou les cultures. Bon, c'est que la chlamydia, ça ne pousse pas en culture. Le gonocoque, c'est très fragile, c'est assez difficile de l'avoir en culture. La syphilis, si on ne tombe pas sur la lésion au moment du chancre et si on n'a pas un microscope à fond noir, c'est un peu compliqué. Donc tout ça fait que le fait d'avoir eu ces nouvelles méthodes diagnostiques très très sensibles ont nettement augmenté la fréquence de détection de ces IST. Il y a aussi les recommandations avec le dépistage 3 sites tous les 3 mois. Donc, on fait gorge, urine, anus chez les HSH tous les 3 mois. Donc, ça fait 4 fois par an. Et vous imaginez bien que plus vous cherchez,
plus vous allez trouver des infections. Et puis, la dernière chose, ce sont des éléments sociétaux, hein, pour lesquels moi je n'ai pas spécialement d'explication, mais on a noté quand même une diminution progressive de l'utilisation systématique du préservatif, une augmentation du nombre de partenaires sexuels, et puis dans les pays où les recommandations de dépister 3 cycles tous les 3 mois ne sont pas implémentées ou ne sont pas possibles, hein, parce que ça coûte cher et parce que ce n'est pas faisable avec les moyens locaux, eh bien les infections asymptomatiques ne sont pas diagnostiquées, elles ne sont pas traitées et elles peuvent contribuer à alimenter les chaînes de transmission. Alors, pour vous donner des exemples, hein, ça, c'est une étude qui a été faite chez les HSH en Australie de 1997 à 2016, donc avant l'introduction de la PrEP. Et vous voyez que si on regarde la courbe du haut, c'est les HSH qui déclarent utiliser systématiquement le préservatif pour les pénétrations. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, ceux qui déclarent utiliser systématiquement le préservatif, cette proportion diminue. En vert clair, c'est ceux qui déclarent utiliser parfois le préservatif pour la pénétration, mais pas systématiquement. Et ben, la proportion de ceux qui disent parfois augmente et tend à rejoindre en 2016 ceux qui l'utilisent systématiquement. Et ça, c'est vraiment un phénomène sociétal et ça n'est pas lié à la PrEP puisque c'était avant la PrEP. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, on va juste prendre l'exemple des États-Unis, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres situations. On va se positionner à partir de 2007, hein. On a vu que 2007-2008, on a commencé à voir les tendances à l'augmentation. Eh ben, qu'est-ce qui a pu contribuer? Eh ben, tout d'abord, c'est l'apparition des smartphones avec les applications de rencontres, notamment Grindr, par exemple, qui a favorisé la consommation sexuelle et la multiplication des partenaires sexuels. Il y a aussi en 2008, alors on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'était en 2008, la déclaration suisse qui a dit qu'une personne séropositive pour le VIH, si elle est traitée correctement, ne transmet pas le virus par voie sexuelle. Et ça a contribué à faire moins peur et on est très content de ça, hein. Et donc, il ne faut plus avoir peur de l'infection par le VIH, mais ça contribue à un relâchement et à une moindre utilisation du préservatif. Il y a eu, juste après, en 2011, les résultats de l'essai-HPTN 052 qui a renforcé le clou pour la déclaration suisse avec un essai randomisé très haut niveau de preuve qui a démontré que le traitement prévient contre la transmission sexuelle du virus d'un partenaire traité à son partenaire non traité. Et il y a eu la PrEP, hein. La PrEP contribue, mais ce n'est pas le seul élément responsable de cette augmentation des IST. Et puis, il y a eu aussi les recommandations de faire 3 cycles 3 fois par an, qui là aussi contribuent à plus de détection d'infections, y compris des infections asymptomatiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme outil pour faire de la prévention? On a plusieurs outils. Le premier, c'est le dépistage. C'est un outil majeur, mais il faut savoir bien le réaliser et au bon rythme. On a aussi la notification aux partenaires et le traitement des partenaires. C'est aussi un outil majeur, mais là, on tombe sur le problème de secret médical, sur l'applicabilité, sur le problème de stigmatisation, le problème de rejet que peuvent avoir les personnes si jamais elles notifient leur partenaire d'une infection. Et donc, c'est assez compliqué à mettre en place dans plusieurs contextes. On a des vaccins qui sont des outils majeurs, le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin contre le papillomavirus, le vaccin contre l'hépatite A pour les HSH, et puis récemment, c'est recommandé le vaccin contre la variole pour la prévention du Mpox. On a le préservatif qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est un outil majeur. Et puis, les nouveautés en France, c'est qu'il est gratuit depuis janvier 2023 pour les moins de 26 ans. Il est remboursé sur prescription pour les plus de 26 ans, mais il faut penser à donner une ordonnance à l'issue de la consultation de santé sexuelle au Cégide ou de la consultation PrEP. Et nous, en France, maintenant, on a 2 marques qui sont remboursées par la sécurité sociale sur ordonnance pour les plus de 26 ans et c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Alors, les limites du préservatif, c'est que pour le papillomavirus, ce n'est pas forcément à 100% protecteur. Et pour la syphilis, il y a beaucoup de transmissions par les rapports orogénitaux qui sont en général non protégés par un préservatif. Venons-en maintenant à l'actualité plus récente, qui est la doxycycline en traitement post-exposition. Alors, on a les résultats de l'essai français Doxyvac, qui s'est intéressé à 2 modalités de prévention des IST bactériennes. Tout d'abord, la doxycycline en post-exposition. En quoi ça consiste?
Ça veut dire que on va prendre 2 comprimés de doxycycline à la suite d'un rapport sexuel sans préservatif et jusqu'à 72 heures après ce rapport sexuel. Et l'idée de l'essai, c'était de tester si cette prise de doxycycline après un rapport sexuel non protégé pouvait permettre de réduire les infections à chlamydia et à syphilis. Dans cet essai, on a aussi testé un vaccin contre le méningocoque B. Le méningocoque et le gonocoque sont des bactéries très proches. Elles ont des épitopes antigéniques communs. Et dans le vaccin contre le méningocoque B, il y a des épitopes qui sont communs avec le gonocoque. Et donc, l'idée, c'était de voir si ce vaccin contre le méningocoque B pouvait protéger contre les infections à gonocoque. Tout ça dans une population de HSH sous PrEP qui était à risque puisqu'ils avaient tous au moins un antécédent d'IST dans l'année. Et donc, c'était un essai randomisé. Soit on avait la doxycycline en post-exposition, soit pas de post-exposition, ou le vaccin méningo B, ou pas de vaccin. Et vous avez ici ce qui s'est passé. Alors, on va aller vite, hein. Il y a eu une première analyse intermédiaire qui a conclu à l'efficacité des 2 interventions avant que le recrutement soit complet. On était à 500 personnes sur les 720 attendues. Et le comité indépendant a demandé qu'on arrête les inclusions. Il y a eu ensuite une analyse finale qui a confirmé l'efficacité de la doxycycline, mais qui a infirmé l'efficacité du vaccin contre le gono. Et je vais vous présenter les résultats définitifs. Mais c'était juste pour vous dire qu'on n'a pas 720 participants, puisque dans l'analyse intermédiaire, le comité indépendant a demandé l'arrêt des inclusions, parce que dans cette analyse intermédiaire, les 2 stratégies avaient montré leur efficacité. Alors, vous avez ici les personnes qui ont participé. Vous voyez donc 545. Et juste cette figure pour vous montrer qu'on a assez peu d'arrêts ou de perdus de vue, hein. Vous voyez, on a moins de 10% de personnes qui ont arrêté le suivi en cours d'études ou qui ont été perdus de vue. Donc, c'est un très bon résultat et on a la majorité des participants qui ont été suivis jusqu'à la fin. Alors, leurs caractéristiques, elles sont assez classiques, hein, pour les prépeurs en Île-de-France. Ils sont blancs, ils sont nés en France, ils ont un haut niveau d'études secondaires, ils ont la grande majorité d'entre eux a un travail. Ils avaient en médiane 2 IST dans l'année précédente et puis ils avaient 10 partenaires dans les 3 derniers mois et 20% consommaient du chemsex lors du dernier rapport sexuel. Vous avez ici les résultats sur la doxycycline en post-exposition. Ici, là, sur la première figure à gauche, c'est le composite chlamydia ou syphilis. Et vous voyez qu'on a une protection de 83%, donc c'est majeur, hein. La doxycycline en post-exposition réduit l'incidence des infections à chlamydia ou à syphilis de 83% par rapport au bras pas de doxypep. Si on les regarde séparément, pour chlamydia tout seul, on est à 86% d'efficacité et pour la syphilis, on est à 79% d'efficacité. Donc, vous voyez, on a des résultats majeurs, très, très, très en faveur de la doxycycline en post-exposition sur la prévention de chlamydia et de syphilis dans cette population très à risque. La surprise a été qu'on a aussi un effet non négligeable sur le gonocoque. Pourquoi je dis la surprise? Parce que on sait qu'en France, on a un haut niveau de résistance du gonocoque au tétracycline. Et donc, on ne s'attendait pas à cet effet. Mais on a ici un effet qui n'est pas majeur, hein, mais bon, quand même, on a un effet sur le gonocoque, mais dans une moindre mesure que sur chlamydia et sur syphilis. Donc, pour la doxycycline, en post-exposition, on a 3 études qui ont démontré l'efficacité sur chlamydia et sur syphilis chez les HSH et les personnes trans avec cette stratégie. C'est moins efficace sur le gonocoque, mais ça on sait parce que le gonocoque est de plus en plus résistant au tétracycline. Et puis la doxycycline en post-exposition a été bien tolérée avec un très bon niveau d'observance. Alors, là, je vous ai parlé que des HSH à Paris, mais on a aussi une étude qui a été faite chez des femmes, uniquement chez les femmes au Kenya, avec la doxycycline en post-exposition, même schéma, pour la prévention de chlamydia et de syphilis chez des femmes au Kenya. Et vous avez ici les résultats. Et vous voyez que, eh ben, on a été assez surpris et très déçus parce qu'il y a zéro efficacité
de la doxycycline en post-exposition sur la prévention de chlamydia et syphilis chez ces femmes au Kenya. Une des explications qui a été évoquée en premier lieu, le compartiment génital féminin par rapport au rectum. Et ça a été infirmé parce qu'on a des analyses qui se sont intéressées à la question. Et vous voyez que quand on dose les concentrations de doxycycline dans le vagin en bleu, dans le tissu rectal en orange ou dans le plasma sanguin en gris, on a des concentrations assez superposables. On a vraiment des bonnes concentrations dans le vagin. Vous voyez ici en bleu, on a des très bonnes concentrations dans le vagin. Donc, ça ne peut pas être ça qui explique cette inefficacité. Et l'explication a été apportée par les questionnaires d'observance où, en fait, les femmes kenyanes n'ont pas pu être observantes à ce schéma en doxycycline post-exposition, 200 mg dans les 24 à 72 heures après le rapport. Et donc, pas d'observance égale pas d'efficacité. Donc voilà ici le récapitulatif des 3 études qui ont démontré chez les HSH ou les personnes trans l'efficacité de la doxycycline en post-exposition. Je rappelle comment c'est 200 mg en une prise, le plus tôt possible ou jusqu'à 72 heures après un rapport sexuel non protégé par le préservatif. Et on ne recommande pas plus que 3 prises par semaine. Ça veut dire pas plus que 6 comprimés par semaine, 3 prises de 2 comprimés, pas plus de 3 prises de 2 comprimés par semaine. Donc, l'étude Hypergay, qui était une étude avec des petits effectifs, l'étude d'Oxypep aux États-Unis, 500 participants, l'étude d'Oxyvac en France, 500 participants, et dans toutes ces études, une très bonne efficacité de cette doxycycline en post-exposition contre chlamydia et contre la syphilis. Alors, ça, c'est des résultats d'essais randomisés. Vous avez ici des résultats dans la vraie vie, puisque à San Francisco, aux États-Unis, depuis octobre 2022, les autorités à San Francisco ont recommandé la doxycycline en post-exposition. C'était une recommandation, ce n'est plus à l'étude. Et donc, vous avez ici les résultats de plusieurs centres sexuels à San Francisco qui ont comparé chez des usagers chez lesquels ils avaient des données avant l'implémentation des recommandations d'Oxypep et après l'implémentation des recommandations sur l'incidence de chlamydia, de syphilis et de gonocoque. Et vous voyez que sans surprise, quel que soit le centre de santé sexuelle, on a une réduction très importante de l'incidence des infections à chlamydia entre avant et après l'implémentation de la recommandation d'utilisation d'oxypep. Pour syphilis, pareil, une réduction très significative entre avant et après l'implémentation de la recommandation d'oxypep. En revanche, pour le gonocoque, pas d'efficacité et ça, ce n'est pas très surprenant. Tout ça pour vous dire que même dans la vraie vie, ça marche. Ce n'est pas que dans les essais randomisés. Dans la vraie vie, en tout cas chez les HSH, dans la vraie vie aux États-Unis, on a des très bons résultats de l'implémentation de Doxypep en routine, en dehors des essais randomisés. Alors, vous avez vu que l'observance peut être un problème et on a des données toutes récentes. Ça, c'est des données du congrès mondial qu'il y a eu à Munich en Allemagne cet été sur la doxycycline en PrEP. Ça veut dire là, c'est un comprimé tous les jours. Un comprimé de doxycycline tous les jours chez des travailleuses du sexe à Tokyo. Donc des femmes travailleuses du sexe à Tokyo qui ont participé à une étude où on a dit soit vous prenez de la doxycycline tous les jours, euh, soit vous n'en prenez pas. Et vous avez ici les résultats sur les IST. On voyait très bien que quand il y a de la doxycycline en PrEP, ça veut dire tous les jours, il y a une nette réduction de toutes les IST, surtout de chlamydia et de syphilis, et aussi une petite efficacité sur le gonocoque. Et on voit aussi que, par exemple, pour d'autres IST, comme des IST, la candidose vulvovaginale ou la vaginose bactérienne, il n'y a aucune efficacité. Et ça, c'est tout à fait attendu. Ça veut dire que ces femmes sont quand même à risque d'IST, mais que la doxycycline a vraiment permis la réduction des infections à chlamydia, gonocoque et syphilis quand elle a été prise de façon régulière tous les jours par ces femmes travailleuses du sexe à Tokyo. On a aussi des résultats de doxycycline en PrEP, ça veut dire un comprimé tous les jours chez des HSH, VIH+, au Canada. Et là, vous avez effectivement les résultats ici dans le bras à gauche, le bras d'oxyprep, à droite, le bras placebo pour chlamydia. Et pour gonocoque, là aussi, il y a un petit effet sur gonocoque. Quel que soit le site, le rectum, le pharynx ou l'urètre, on a une efficacité très importante de cette stratégie d'oxycycline tous les jours en PrEP chez des HSH, VIH+. Alors, que disent les recommandations maintenant? Il y a peu de recommandations internationales sur cette stratégie.
que ça soit en PEP ou en PrEP. Les recommandations européennes ont dit que ça pouvait être proposé au cas par cas chez les HSH qui avaient des antécédents d'IST répétés. Mais vous voyez, ils ont insisté que c'est au cas par cas et que ce n'est pas quelque chose de généralisable. Et c'est uniquement chez ceux chez lesquels il y a des antécédents d'IST répétés. Les Américains sont beaucoup plus ouverts sur la question et ils disent tout HSH ou toute personne trans qui a au moins une IST comme antécédent dans l'année doit pouvoir bénéficier de doxyPEP. On est sur la PEP, hein, en post-exposition. Ils disent aussi que même si ça n'a pas été évalué clairement dans les essais randomisés, que même les personnes qui n'ont pas d'antécédents d'IST, si elles veulent la doxyPEP, eh ben, ça se discute avec le médecin et on doit pouvoir leur proposer doxyPEP si jamais elles ont une activité sexuelle qui pourrait être à risque. Donc là, les Américains sont un peu plus flexibles sur la question. Alors là, vous avez les recommandations françaises qui sont sorties vraiment récemment, hein. Euh, et le principal problème de cette stratégie, c'est qu'on ne connaît pas l'impact bactérien à moyen long terme. On ne sait pas ce que ça va donner sur le portage nasopharyngé du staphylocoque. On ne sait pas ce que ça va faire sur le microbiote intestinal et rectal. On ne sait pas ce que ça va faire sur les entérobactéries BLSE au niveau anal. Donc, du fait qu'on manque encore de données sur les conséquences de cette stratégie à moyen et long terme. Vous voyez, je vous l'ai mis en gras là. Les recommandations françaises disent il n'est pas recommandé de mettre en œuvre un traitement post-exposition par doxycycline en prévention des IST bactériennes. Ils sont quand même un peu plus ouverts. Ils disent on peut l'envisager chez des HSH et des femmes trans qui ont plus de 2 IST dans l'année lorsque le dépistage ne permet pas de couvrir ce risque de façon satisfaisante. Donc, ce n'est pas complètement fermé, mais vous voyez que c'est beaucoup plus restreint que les recommandations américaines. Et puis, bon, les modalités de prise, c'est ce que je vous avais décrit. C'est 2 comprimés en une prise, le plus tôt possible après un rapport sexuel, jusqu'à 72 heures, sans dépasser 3 prises par semaine. Donc, ça, c'est vraiment les recommandations françaises. On va maintenant parler du vaccin contre le méningocoque B. Et donc, pourquoi, d'où ça vient cette histoire? Eh bien, déjà, on sait que méningocoques et gonocoques sont vraiment une même famille de bactéries. Et puis, on avait vu dans des études cas contrôle chez des adolescents et des jeunes adultes à l'université aux États-Unis qui avaient été vaccinés contre la méningite B, mais pas du tout pour le gonocoque, parce qu'il y avait une campagne de vaccination contre la méningite B. On avait vu que chez ces jeunes adultes à l'université, il y avait moins d'infections à gonocoque chez ceux qui avaient reçu le vaccin contre le méningo B par rapport à ceux qui n'avaient pas reçu le vaccin, alors qu'il y avait le même taux d'infection à chlamydia chez ceux qui avaient reçu le vaccin méningo B que chez ceux qui n'avaient pas reçu le vaccin. Donc, ça ne veut pas dire, parce qu'on aurait pu penser que ceux qui ont reçu le vaccin contre le méningo B, comme ce n'est pas un essai randomisé, vous n'êtes pas sûr que la population est comparable, on aurait pu penser qu'ils ont moins d'activité sexuelle à risque. Eh bien non, ils avaient autant d'infections à chlamydia des deux côtés, mais ceux qui avaient eu le vaccin contre le méningo B avaient moins d'infections à gonocoque que ceux qui n'avaient pas eu le vaccin contre le méningo B. Et puis, il y a des modèles mathématiques qui ont montré qu'effectivement, même si l'effet n'était pas majeur, on pouvait quand même espérer une diminution de la prévalence et de l'incidence du gonocoque avec un vaccin méningo B, du moment qu'il avait quand même un minimum d'efficacité. Alors, dans l'essai d'Oxivac, qui est un essai randomisé avec haut niveau de preuve, vous voyez ici que 2 doses de vaccin contre le méningo B n'ont eu aucune efficacité, enfin une efficacité de minimum 20% de réduction de l'incidence du premier événement d'infection à gonocoque chez des HSH sous PrEP à haut risque d'IST bactérien. Donc clairement, pas du tout l'efficacité attendue et ce n'est pas du tout significatif puisque vous voyez que l'intervalle de confiance ici, là, passe par 1, donc ce n'est pas du tout significatif. Et donc, on était assez déçus de ces résultats. Et puis, on a voulu aussi creuser un peu plus, c'est-à-dire regarder si peut-être ça avait un effet sur les infections symptomatiques uniquement, peut-être ça avait un effet sur les infections
uniquement au niveau anal, uniquement pharyngé, uniquement urinaire. Vous voyez, quand on a fait tout le détail sur le premier épisode, anal, pharyngé, urinaire, que ça soit une infection symptomatique, que ça soit une infection où on a réussi à faire pousser le gonocoque en culture, ça veut dire qu'il y avait un inoculant bactérien important, et bien, quelle que soit la façon d'analyser les résultats, ça reste toujours non significatif. Et puis, bien sûr, on a regardé aussi les infections cumulées. Est-ce qu'ils font des... Eh bien, pareil, sur les infections cumulées, quelle que soit la façon d'analyser les résultats, il n'y a aucun cas où ce vaccin montre un bénéfice de façon significative. Donc, sur la base de ces résultats, je ne vais pas revenir sur la doxycycline. Sur l'efficacité du vaccin méningo-B sur le gonocoque, les données ne sont pas concluantes et la pertinence clinique semble très limitée. Il y a encore d'autres essais qui sont en cours et donc on verra ce que vont donner les résultats. Mais en tout cas, sur la base des résultats de l'essai français d'Oxyvac, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une efficacité du vaccin contre le méningo-B sur les infections incidentes à gonocoque chez les HSH à risque. Donc, que disent les recommandations françaises sur la vaccination en prévention des IST? Donc là, il a été rappelé dans les dernières recommandations qu'il est important que les HSH soient sous PrEP, soient vaccinés contre la variole pour la prévention contre le Mpox. Et donc, je vous remontre ici les résultats d'une étude que j'ai menée dans la population de Doxyvac, donc des HSH sous PrEP à risque d'IST. Et vous voyez ici, à partir du moment où on a introduit en 2022 la vaccination contre la variole en juillet 2022. Regardez la baisse du nombre de cas, alors qu'avant, le nombre de cas dans la population de Doxyvac n'arrêtait pas d'augmenter. Et vous avez ici le nombre de vaccins en bleu, le nombre d'infections en orange. Vous voyez, à partir du moment où on introduit la vaccination, ben, on a eu juste quelques cas seulement. Et tout ça, c'est parce qu'effectivement, on a vraiment pu déployer très rapidement cette vaccination chez ces individus. Et on a une vraie démonstration que la vaccination contre la variole, quand elle est déployée rapidement, peut vraiment casser la dynamique de l'épidémie et peut vraiment protéger contre les infections à Mpox. Pour le méningo B, que disent les recommandations françaises? Compte tenu des données de la littérature, et là c'est très clair, il n'est pas recommandé de vacciner contre le méningocoque B à une visée anti-gonocoque. Ça n'est pas recommandé. Donc, pour finir, vous voyez qu'en 2024, on a un large éventail d'outils dans la prévention des IST. N'oublions pas que les deux piliers vraiment principaux, c'est le dépistage, la notification aux partenaires et le préservatif, qui est majeur pour quand, état et international. Comment ça va être implémenté? Quels vont être les résultats en vie réelle? Eh ben, on va voir. Et puis, on a surtout besoin de vaccins innovants avec des vaccins spécifiques contre le gonocoque. Et il y a plusieurs laboratoires qui travaillent et de la recherche autour d'un vaccin spécifique contre le gonocoque. Donc, vous voyez qu'il reste beaucoup de questions encore en suspens, beaucoup de challenges à relever et beaucoup d'études à mener. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, professeur Ghosn, pour la clarté de cette communication. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Docteur Nyang. Bonjour, professeur Ghosn. Euh, Bonjour. Aujourd'hui, on a si une travailleuse de sexe qui a déjà fait 2 à 3 infections IST dans les 12 mois. Qu'est-ce qui nous empêche de faire de la doxypep, tout en sachant qu'en concentration dans le compartiment vaginal et plasmatique, c'est pratiquement similaire? Alors, rien ne vous empêche, bien sûr. La seule question, c'est que vous avez que les recommandations disent qu'au cas par cas, c'est à discuter, hein, ce n'est pas interdit. Ouais. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est les conséquences que cela pourra avoir sur le microbiote et sur la résistance des bactéries. Et c'est un peu sur ça qu'on a une petite réserve, et c'est pour ça que les recommandations sont un peu frileuses pour l'instant. Mais aujourd'hui, si vous avez une travailleuse du sexe qui d'autant plus a des antécédents d'IST, rien ne vous en empêche. Pour l'instant, en revanche, hein,
pour l'instant, en doxypep, en post-exposition, la seule étude chez les femmes a été une étude négative. Ouais. L'étude qui a montré des résultats, c'était de la doxy en PrEP, ça veut dire un comprimé tous les jours. D'accord. Après, voilà, on sait très bien que le vrai problème, c'est l'observance, hein. Donc, que ce soit la PEP ou la PrEP, il faut que ça soit pris correctement. Et quand c'est pris correctement, c'est efficace. Merci. D'autres réactions? Madame? Oui, bonjour, professeur Gunn. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis Mami de Madagascar. En fait, je voudrais, Oui, bonjour. je voudrais tout simplement te remercier pour cette présentation très, très intéressante. Je voudrais tout simplement... en fait, est-ce qu'il n'y a pas encore d'études actuellement qui parlent des risques d'apparition des résistances par rapport vis-à-vis de la doxycycline en cours ou je ne sais pas? Parce que je comprends tout à fait l'inquiétude des autorités sanitaires françaises par rapport au risque d'apparition des résistances sur le long terme. Merci beaucoup. Mais alors, vous avez parfaitement raison de poser cette question. Bien sûr qu'il y a plein d'analyses qui sont en cours, notamment dans DoxyVac. On a des analyses qui sont en cours sur le portage nasal de staphylocoques résistants à la méticilline dans le bras d'oxypep et dans le bras pas d'oxypep. On a des analyses sur le microbiote et sur le portage d'entérobactéries BLSE. Et on a aussi des études sur la résistance du gonocoque au tétracycline. Est-ce que c'est une résistance de haut niveau ou pas? Donc tout ça est en cours, hein. Ça a été aussi fait dans l'étude américaine. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est des tout petits effectifs. Quand vous avez 500 personnes qui sont dans un essai, vous n'en avez que 200 qui ont d'oxypep. Et donc, 200, ce n'est pas un effectif très important. Et c'est pour ça que pour l'instant, on manque de données assez robustes pour dire si oui ou non, il y a un impact sur l'écologie microbienne avec ces stratégies répétées de prise d'antibiotiques. Et donc, toutes les analyses sont en cours, hein. Il y aura des résultats qui vont arriver au fil de l'eau. Je pense que pour l'instant, les recommandations ont un peu mis des barrières ou des freins, sans être complètement fermés, mais ont un peu limité l'utilisation dans l'attente d'avoir des... On l'utilise aussi pour l'acné chez les jeunes adolescents pendant plusieurs mois. Et bon, ça n'a jamais posé de problème majeur, hein. Le seul problème, c'est qu'ici, on est sur une population où on a une surconsommation d'antibiotiques avec les IST répétés. Et donc, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences délétères sur l'écologie microbienne. Mais toutes ces analyses sont en cours dans l'essai français, dans les essais américains et dans d'autres études. Et je pense que les recommandations, pour l'instant, sont un peu prudentes, mais que si les données sur l'écologie microbienne sont plutôt rassurantes, et à mon avis, les recommandations vont suivre et vont être un peu plus larges dans un futur proche. Ouais. Salut Jade, c'est Jean-Claude Tardy. J'ai pas de questions pour toi, mais c'était juste pour te dire un petit bonjour et te saluer et te remercier. Voilà. Salut Jean-Claude. Merci. Une autre question? J'ai une autre question, en fait, c'est par rapport à la prévention du gonocoque. Est-ce que actuellement aussi il y a des études par rapport à ça? Parce que certes, la doxy a un petit effet sur la prévention du gonocoque, mais c'est pas encore top, quoi. Donc, est-ce que on peut envisager que dans le futur on pourra avoir un moyen de prévention plus efficace contre la gonococcie? Merci beaucoup. Alors ça c'est un besoin majeur, hein, parce que de un, le gonocoque, vous savez que c'est une des bactéries qui a acquis le plus de résistance aux antibiotiques sur les 50 dernières années. Et donc, on est en train d'arriver vers des gonocoques de plus en plus résistants. Et clairement, il faut qu'on ait des moyens de prévention autres que des moyens médicamenteux, en tout cas antibiotiques. Et que le vaccin paraît l'option la plus intéressante. Et il y a de la recherche là, avec certains laboratoires, notamment GSK par exemple, qui fait de la recherche sur un vaccin spécifique du gonocoque. Ce n'est pas le vaccin méningo, c'est un vaccin spécifique du gonocoque. Et il y a pas mal de recherches en cours maintenant pour évaluer des candidats vaccins spécifiques contre le gonocoque.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Nous allons remercier le professeur Ghosn encore une fois. C'est moi qui vous remercie.